Je voudrais vous parler de l'androgyna et tout un ensemble de fantasmes sur le couple qui serait, d'après ce que certains disent, la reconstitution de l'androgyna. Il y a une théorie comme cela qui voudrait qu'un androgyna originel soit le fondement même de la formation des couples, dans la nostalgie de revenir à cet androgyna initial. C'est commettre une erreur de croire qu'il y a un rapport quelconque entre un androgyna interne au sein d'un même être et un androgyna externe qui ferait cohabiter deux personnes, quand bien même lors de rapports sexuels pourrait-on avoir l'illusion d'une sorte de fusion unitaire. Il n'y a aucun rapport entre la qualité d'énergie qui existe à l'intérieur du cerveau, à l'intérieur d'une personne, et qui ne passe pas du tout par les mêmes canaux que lorsqu'il s'agit de communiquer avec une personne extérieure. Le langage n'est pas le même. En soi, quand nous communiquons avec nous-mêmes, nous sommes une sorte de télépathie en quelque sorte. Quand nous communiquons avec autrui, nous avons tout un ensemble d'obstacles et de problèmes qui viennent se greffer et qui ralentissent et qui entravent la communication. Alors il faudrait arrêter de laisser croire que on va reconstituer l'androgyna d'origine avec la création d'une famille ou d'un mariage. Ça n'a rien à voir. Ce sont deux notions complètement différentes. Dans le cas d'une relation entre un homme et une femme, la femme, comme il est dit dans le chapitre 2 de la Genèse, n'est jamais qu'une assistante en quelque sorte. Assistante à l'androgyne, parce que l'homme, il reste androgyne, de toute façon. C'est pas parce qu'il va avec une femme qu'il perd son androgyna. Ça aussi, c'est une imposture de dire cela. Donc, nous savons très bien que le génie exige un androgyna intérieur. Hein. Il y a une rapidité de réflexion, une rapidité de communication intérieure qui n'a aucune mesure avec tout ce qui peut se passer entre deux personnes. Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même intimité. Donc ne confondons pas. De toute façon, ce qui se passe au sein d'un cerveau n'a rien à voir avec ce qui se passe au sein d'un groupe, même si le groupe peut avoir l'apparence quelque part d'un cerveau. De même que ce qui se joue au niveau d'un orchestre n'a rien à voir avec ce qui se joue lorsqu'il y a un pianiste, un soliste. Donc arrêtons de raconter n'importe quoi. Deuxièmement, en ce qui concerne les travaux que je mène sur le plan de la cyclologie astrale, la phase que j'appelle alpha est une phase qui correspond à une tentation. J'aime bien le mot tentation. Il nous renvoie d'ailleurs également au même chapitre 2 de la Genèse, qui pour moi, que je lis comme une tentation de Satan pour séduire Adam, en fin de compte. Et le texte a été édulcoré pour des raisons que j'ai déjà abordées antérieurement. Donc, quand l'homme androgyne est confronté à la tentation, alors ce qui est assez curieux, c'est que cette tentation, elle est, dans le cas de la technique, par exemple, de la machine, sa propre création. Donc finalement, il est tenté de se servir de ses propres créations, qu'on appelle le problème de la technique. Il est tenté aussi de produire de nouveaux objets, de nouveaux instruments. Et la tentation, c'est la tentation de la création elle-même, en fait. Ce n'est pas la création du chapitre 1er de la Genèse, la création de l'univers. C'est une création au deuxième niveau. Une création que Dieu, que Elohim a décidé, Elohim ou Satan a décidé de proposer à l'homme en lui disant mais toi-même tu peux être créateur, toi-même tu as une capacité de création. Et à ce moment-là, il crée la femme, puisque
la Isha, elle est sortie de l'homme, et d'ailleurs l'homme est tout content, il dit voilà, voilà, j'ai créé quelque chose qui vient de moi, etc. Et l'homme crée des machines, et ça pose tous les problèmes écologiques que l'on peut connaître. Bon, finalement, la phase alpha, c'est une tentation d'aller vers la femme, mais ça peut être aussi bien une tentation d'aller vers d'autres formes d'assistance, comme des machines, comme des objets, qui nous prolongent, qui nous confèrent une sorte d'ubiquité, quelque part. Même, je parlerais même d'ubiquité, c'est-à-dire de sorte d'ubris de l'ubiquité, à travers tous les objets qui vont nous démultiplier. D'ailleurs, il faudrait aussi se réfléchir sur le mot multiplier qu'on trouve énormément dans le Pentateuque, dans la Genèse. Multiplier, multiplier, multiplier. Il faudrait se poser des questions. C'est un petit peu inquiétant comme expression, qu'on la retrouve à de nombreux chapitres de la Genèse. Parce que finalement, aujourd'hui, la démographie se multiplier indéfiniment, c'est aussi un problème. Et c'est par la femme que l'on se multiplie. Donc la machine est capable, on peut par exemple publier un ouvrage à des milliers, des centaines de milliers d'exemplaires, et de la même façon, l'humanité masculine peut se démultiplier et se multiplier aussi à des millions d'exemplaires, comme on le sait très bien, avec tous les problèmes que ça pose. Donc on est dans ce champ-là de la duplication, de la multiplication, de la démultiplication, et ça c'est la phase alpha. Et donc, dans la phase alpha, c'est pas seulement la femme qui... La femme ne fait que faire partie d'un ensemble que j'appelle la maisonnée, et qui comporte, d'ailleurs on le voit, cette maisonnée elle est signalée dans le décalogue, dans le Shabbat, mais aussi dans le commandement sur la convoitise de ce qui est apporté à ton prochain. Il y a une énumération, c'est la femme de ton prochain, ce sont les animaux de ton prochain, etc. Et ce qui est intéressant, c'est de remarquer l'absence totalement dans la création du chapitre 1 de toute machine. Donc l'homme, Dieu ne sera absolument pas responsable des objets, des machines, il n'y a aucune machine. Et en revanche, dans le chapitre 2, on passe dans le champ de la machine. Et là, c'est tout à fait autre chose. Et c'est la grande tentation de la machine, et donc d'une création en second, qui rivaliserait en quelque sorte avec la création première de la nature. C'est la fameuse rivalité entre science et technique qui a donné d'ailleurs, notamment par exemple, la bombe atomique. Donc, je terminerai par ces propos, car j'ai vu ce soir un film consacré à Emily Dickinson, la grande poétesse américaine, et cette idée d'égalité entre les sexes, les genres, etc., c'est assez inquiétant parce que vraiment, c'est une cause de grande souffrance finalement, de grande frustration, un sentiment souvent d'échec, qui est justement dû au fait que précisément on se donne des objectifs qui sont complètement disproportionnés et démesurés. Donc voyez-vous, finalement le féminisme fait beaucoup de dégâts sur le plan psychologique. Et on attend pour le XXe siècle une femme plus raisonnable, plus consciente de ses limites, mais qui les assume pleinement, qui assume son rôle de complément, mais plus exactement de supplément, il serait plus heureux de dire de supplément. Nous attendons des femmes qui soient capables de dire des choses raisonnables sur la condition de la femme. Et malheureusement, on en trouve très peu. On en trouve très peu. Et la plupart des femmes nourrissent en elles-mêmes une sorte de leurre, une sorte d'illusion, de fantasme. Et une fois quand elles ont échoué, elles se trouvent des excuses, des explications. Elles n'ont pas vraiment voulu, on ne les a pas laissées faire, on ne leur a pas donné leur chance, on ne les a pas programmées, on ne les a pas préparées à telle et telle action. Comme s'il était raisonnable de vouloir que deux êtres qui n'ont pas du tout le même statut, qui sont complètement différents, l'androgyne à côté et la femme, qui est finalement une assistante plus ou moins robotisée, pouvaient avoir le même destin et la même mission. C'est tout à fait ridicule. Et je terminerai en disant que l'étranger aussi se met dans une situation d'échec.
C'est pour ça que dans ma conception de la société, je pense que les gens doivent, dans la mesure du possible, rester dans le milieu qui leur appartient, qui leur correspond, dans lequel ils sont nés. Une société idéale, pour moi, c'est une société où les gens sont équilibrés, sont bien dans leur peau. Quand bien même il y aurait une diversité extrême de cette société, de ces différentes communautés, si dans chaque communauté les gens sont bien dans leur peau, eh ben c'est merveilleux et c'est parfait. Il faut savoir aussi ce qu'on veut.